Comme vous le savez, le Comité de droits de l'enfant de l'ONU a listé parmi les points d'amélioration de la France en matière de droits des enfants la situation des mineurs dans les Outre-mer. Par conséquent, la délégation tâche de se rendre chaque année dans un territoire d'outre-mer, accompagné, bien entendu, de députés de la délégation. L'année passée, c'était avec Michel Perron que nous nous étions rendus à Mayotte, et j'en profite de fait pour adresser, bien entendu, tout notre soutien aux Mahoraises et Mahorais, ainsi qu'à leurs familles, pour la tragédie qu'ils sont en train de vivre. Compte tenu des conditions de vie que nous avions pu constater l'année dernière, j'ai effectivement de grandes craintes quant au nombre de victimes. Je pense qu'il sera plus important que ce que nous l'imaginons et touchera beaucoup d'enfants. Dimanche, je me suis entretenue avec des acteurs rencontrés l'année dernière qui nous feront part de leurs besoins prochainement au niveau des enfants. Cette année, c'est donc dans un autre territoire, la Guyane, que nous nous sommes rendus en déplacement avec la vice-présidente Sophie Mette du 28 novembre au 5 décembre. Les droits des enfants sont d'importance cruciale dans ce territoire particulièrement jeune. Près de 60% de la population a moins de 30 ans, contre 35 en moyenne nationale. Tandis que la part de la population âgée de moins de 14 ans représente un tiers de la population, contre 38% au niveau national. Dans les communes de l'Ouest, la part des moins de 15 ans s'élève d'ailleurs à 40%, tandis que 65% de la population y a moins de 30 ans. S'il faut se réjouir de ce dynamisme démographique, nous avons toutefois constaté qu'il met en difficulté le système scolaire. Ainsi, il arrive que des inscriptions scolaires soient refusées aux enfants, faute de place, sans solution alternative proposée. À Saint-Laurent-du-Maroni, les préfabriqués se multiplient pour agrandir en permanence les écoles. Outre la jeunesse de la population, il faut rappeler certaines spécificités de la Guyane pour mieux cerner les enjeux du territoire. La Guyane, c'est en effet le territoire le plus vaste d'outre-mer, avec 83 534 km², soit 1/6 de la superficie de la France hexagonale. Elle possède près de 300 km de côte, 520 km de frontière avec le Suriname, 700 km de frontière avec le Brésil, et elle est recouverte à 95% par la forêt amazonienne, avec pour conséquence un enclavement extrême de certaines communes. Par ailleurs, 70% des enfants guyanais n'ont pas le français pour langue maternelle, et l'illettrisme touche 28% d'entre eux. La Guyane est ainsi un territoire aux enjeux pléthoriques. Le premier regret à formuler s'agissant de l'effectivité des droits des enfants en Guyane est que le niveau des violences commises à leur égard y est particulièrement élevé. Le général Jean-Christophe Saint-Yves, commandant de la brigade de la Guyane française, nous l'a bien rappelé. La Guyane, du fait même de son histoire, est une société qui s'est construite sur la violence initiale de la colonisation, violence auto-entretenue et violence exacerbée par sa localisation géographique en Amérique du Sud, où la perception de la violence n'est pas la même qu'en Europe. Nous avons constaté que les violences éducatives ordinaires y sont particulièrement répandues et banalisées, tellement banalisées d'ailleurs qu'elle ne fut pas notre surprise qu'une élue en charge de l'enfance de la collectivité territoriale de Guyane ait fièrement revendiqué elle-même avoir éduqué ses enfants au martinet. De nombreux acteurs nous ont fait part de certaines pratiques éducatives, incluant les coups de bâton, voire de câbles électriques à l'égard des enfants. Nous avons été reçus d'ailleurs à la Maison des familles de Cayenne, où nous avons pu assister à un atelier organisé par une éducatrice à l'attention des mères de famille, au cours duquel certaines mères ont avoué recourir à des violences éducatives, faute de savoir comment procéder autrement, et faute surtout de savoir que cela était désormais interdit en France. Ce type d'initiative est particulièrement intéressant car les dispositifs de prévention et d'aide à la parentalité sont trop peu nombreux en Guyane. La question du logement n'est pas anodine au regard du haut niveau des violences intrafamiliales. En Guyane, la suroccupation des logements concerne 34,5% des résidences principales, ce qui favorise ce type de violence. Nous avons en effet constaté sur place un manque de logements qui a pour conséquence un entassement des populations dans des quartiers dits informels. L'UNICEF estime ainsi que 15 209 personnes vivraient dans un logement informel en Guyane, soumises à des propriétaires profitant de leur position de faiblesse pour leur louer des logements insalubres et indignes, freinant ainsi l'accès des familles à des allocations logement et entravant le développement sain des enfants dans ces milieux où il manque de tout. Nous avons visité un squat où une mère de famille nous a indiqué payer un loyer à 500 € par mois, où elle vit avec ses enfants, sans eau courante ni électricité. Outre le fait que cette situation peut participer du haut niveau de violence intrafamiliale, elle constitue également en soi une violation au droit des enfants à être hébergés et à grandir dans un milieu sain. Le haut niveau de violence constaté a des conséquences sur les décisions de placement.
Le seuil à partir duquel les juges décident de placer les enfants paraît ainsi plus élevé qu'en métropole, ce qui participe à la banalisation de la violence. Par ailleurs, les juges des enfants doivent de fait prendre en considération dans leur décision de placement un certain nombre d'événements normalement extérieurs à une telle décision. D'une part, ils doivent prendre en compte le manque de place et la suroccupation dans les familles d'accueil, allant parfois jusqu'à 9 enfants par famille, car le placement en suroccupation peut avoir des conséquences plus graves pour l'enfant que le maintien parfois dans la cellule familiale. D'autre part, comme les assistants familiaux se situent essentiellement sur le littoral, s'agissant du placement d'enfants issus de communes de l'intérieur, les juges doivent prendre en considération la rupture géographique, culturelle et linguistique que causerait pour l'enfant une décision de placement. La protection de l'enfance est un secteur tendu, nous le savons. Mais la situation en Guyane est particulièrement préoccupante. Il y a peu de possibilités de placement et les équipes même de l'ASE trop réduites pour faire face au nombre de dossiers. Il faut ainsi avoir en tête la particularité des grossesses précoces entraînant un nombre plus important qu'ailleurs de placements de mères mineures avec enfants. Par ailleurs, il n'y a pas de pouponnière, il n'y a que 3 foyers d'IMEX avec peu de contrôle. Les AEME font l'objet d'une longue liste d'attente, obligeant d'ailleurs dans certains territoires la PJJ à réaliser elle-même ces mesures. Et la CSEC n'en est qu'à sa phase de mise en place. La CRIP également est entravée dans son fonctionnement en raison de longs traitements, de délais de traitement, de la difficulté pour leurs partenaires d'être sur le référentiel de la Haute Autorité de Sûreté, des obstacles également au déplacement dans le territoire, comme je vous l'ai indiqué, compte tenu de la superficie du territoire, mais également de la barrière de la langue. Au regard de ces difficultés, il serait sans doute nécessaire d'accompagner davantage l'Institut régional de développement du travail social pour lui permettre d'ouvrir un plus grand nombre de formations et renforcer les équipes de protection de l'enfance. Le tableau n'est cependant pas tout noir. Certaines bonnes pratiques devant être relevées, il faut saluer les 2 logiques suivies par les services de l'ASE de Guyane. La première étant de ne pas faire attendre une mesure de placement ordonnée par le juge, avec comme effet néfaste le placement des enfants, bien entendu, en surnombre. Mais c'est toujours plus intéressant de pouvoir appliquer une mesure qui est décidée par le juge. La seconde, selon laquelle l'enfant doit rester le moins longtemps possible en situation de placement, ce qui suppose de rechercher précocement des solutions de sortie et de se tourner davantage vers la famille élargie et donc les tiers dignes de confiance que nous le faisons, nous, en métropole. Il faut également souligner le rôle fondamental joué par la Maison de protection des familles de la gendarmerie, notamment en ce qui concerne leur action de sensibilisation face aux violences. Et parmi toujours les points positifs, il faut également souligner l'organisation spécifique de la PMI, qui a séparé le traitement des informations préoccupantes et le contrôle des crèches pour se centrer sur le suivi mère-enfant, la vaccination ou le suivi des assistants familiaux. Bien entendu, tous ces services mériteraient d'être renforcés. Mais les violences ne sont pas commises que dans le cadre éducatif. En Guyane, de manière générale, le niveau de violence demeure très élevé, avec un nombre d'homicides 10 fois plus élevé qu'en métropole, un taux de violence conjugale très haut, 13,1 femmes victimes pour 1000 habitants, et une criminalité diffuse. La Guyane est l'un des départements les plus violents de France. La criminalité est particulièrement prononcée dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni qui fait face au Suriname. Le territoire guyanais représente 20% des vols à main armée recensés depuis le 1er janvier en zone gendarmerie au niveau national. Et Saint-Laurent-du-Maroni compte pour environ 10% de ce total. Plus d'une dizaine de gangs sévissent dans la ville, causant fusillades et agressions, y compris d'élus. Les enfants ne sont donc pas épargnés par ces violences, qui ont également augmenté dans le milieu scolaire, avec des enfants rackettés, voire agressés à la sortie de l'école. Certains enfants ne viennent donc plus à l'école, d'autres viennent avec la peur au ventre, et les personnels de l'éducation nationale ont donc constaté la présence régulière d'armes dans les cartables des élèves, ceci arguant le besoin de se protéger sur le chemin de l'école. Ces violences touchent aussi le corps enseignant, avec certains enseignants agressés ou d'autres qui choisissent de laisser leur famille à Cayenne de peur d'incidents violents, ce qui ne permet pas à l'éducation nationale de fonctionner de manière sereine. Par ailleurs, cette situation entraîne un fort turnover des équipes, entravant la continuité pédagogique et par conséquent le droit de tous les enfants à bénéficier d'une éducation de qualité. Le turnover caractérise également la justice. Au moment de notre déplacement, le tribunal judiciaire de Cayenne ne disposait ni de président de juridiction ni de procureur. Les juges des enfants nous ont fait part de leurs difficultés au regard de ce haut seuil de violence, mis en parallèle avec la surpopulation du centre pénitentiaire. 1050 détenus pour 600 places, touchant également le quartier des mineurs, qui a pour conséquence la correctionnalisation d'un certain nombre de crimes.
Ainsi, par exemple, une tentative d'homicide avec préméditation peut être requalifiée en simple violence avec port d'armes, justifiant un placement en centre éducatif renforcé plutôt qu'une détention. Il s'ensuit, comme nous l'a appris notre visite en centre éducatif renforcé, que le niveau des violences y est également très élevé, à la fois vis-à-vis du personnel qu'entre les mineurs eux-mêmes. En conséquence, les mineurs commettant des délits considérés comme de moindre gravité ne sont pas appréhendés de manière précoce, ce qui tend à entretenir le cycle de la violence. Les juges doivent également davantage tenter de comprendre et de s'adapter afin de ne pas provoquer incompréhension et méfiance vis-à-vis des lois françaises et des institutions. En effet, les populations de Guyane sont très diverses. 6 nations amérindiennes, une population bushéningué, créole, brésilienne, surinamaise, haïtienne, européenne. Cette diversité suppose une plus grande adaptation de la justice qui doit par ailleurs s'accommoder des spécificités du territoire. En effet, certaines communes de Guyane sont enclavées, accessibles uniquement par pirogue ou par avion, dont le coût est souvent prohibitif. Aussi, les juges des enfants et le parquet pour mineurs organisent des audiences foraines 2 fois par an pour se rendre dans les communes isolées et juger au plus proche des populations concernées. Par ailleurs, du fait de la diversité des langues parlées, des traducteurs sont souvent nécessaires durant les audiences, ce qui rallonge les procédures et altère la fluidité des échanges. En résumé, les crimes sont ainsi banalisés et la justice a besoin de renforts. Je continue, oui. Compte tenu des spécificités de ce territoire, nous avons souhaité nous rendre dans l'une de ces communes de l'intérieur, à Maripasoula. Dans cette commune, l'isolement et le manque de services publics sont flagrants. À titre d'exemple, le seul médecin de la PMI de Maripasoula vient de partir à la retraite et il y a peu de chances qu'il soit remplacé rapidement. Alors, je ne sais pas si... oui, donc je continue. Nous avons également constaté que le prix de certaines denrées est particulièrement élevé, 8 € le litre d'essence, 20 € une pastèque, à un endroit où, à défaut de toute activité économique, les populations vivent essentiellement du RSA. Nous y avons visité un internat qui permet aux enfants des communes encore plus isolées du Haut-Maroni de venir y suivre leur scolarité. De fait de l'isolement de ces communes, tous ne bénéficient pas de collège et de lycée. Il en résulte que souvent, dès le collège, les enfants soient obligés de quitter le domicile familial pour poursuivre leur scolarité. Nous y avons rencontré une association apportant une aide aux jeunes Amérindiens, devant ainsi quitter le domicile familial de manière précoce, notamment en les aidant à maintenir un lien avec leur famille et leurs traditions. Nous avons rencontré le recteur de l'Académie de Guyane qui nous a présenté son projet ambitieux de Guyane connectée, qui devrait permettre aux enfants des communes isolées de rester plus longtemps à leur domicile et de ne pas subir une séparation précoce et brutale de leur milieu familial. Le lancement de Guyane connectée devrait permettre aux élèves de 6e et de 5e, dans un premier temps, de suivre l'école à distance dans une salle équipée et avec la présence d'un accompagnateur pédagogique. À terme, toutes les classes du collège pourraient être couvertes par ce dispositif. C'est une bonne idée à accompagner. En effet, la séparation brutale et précoce de leur famille cause une souffrance et une perte de repères pour les enfants, d'autant plus qu'ils se retrouvent parfois hébergés dans des milieux maltraitants. En rentrant à Cayenne, nous avons rencontré des lycéens amérindiens originaires des communes isolées de l'Oyapock, placés au sein de familles hébergeantes sur le littoral pour pouvoir aller au lycée. Ils nous ont fait part de graves dysfonctionnements au sein de ces familles hébergeantes. Racisme, esclavagisme, interdiction de sortie, interdiction d'aller voir leur propre famille lorsqu'elle est présente à Cayenne, humiliation, violence physique et mentale, exclusion excessive. Ils ont également témoigné du fait que dès lors que leurs parents ne payent pas leur part aux familles hébergeantes, 100 € mensuels, celles-ci cessent de les nourrir. Or, les parents vivent dans des communes où il n'y a parfois ni banque, ni connexion Internet, et le déplacement en pirogue vers le littoral s'élève à minima à 400 €. Les familles sont donc de fait mises en difficulté pour assurer le paiement mensuel de ce dispositif et par voie de conséquence pour garantir que leurs enfants y bénéficient du nécessaire. Par ailleurs, le règlement intérieur du réseau des familles hébergeantes constitue en lui-même une violation des droits des enfants,
notamment en ce qu'il leur interdit de parler entre eux leur langue maternelle, mais également en ce qu'il exclut du dispositif les jeunes filles dès qu'elles tombent enceintes. Et comble de l'ironie, elles doivent même rembourser les frais que la communauté territoriale de Guyane a engagés pour elles. Les personnels de l'éducation nationale ont également attiré notre attention sur la très grande précarité de leurs élèves. Bien que 75% d'entre eux soient issus de milieux extrêmement pauvres, il ne serait qu'environ 30% à être boursiers, les parents n'étant pas en mesure de fournir un certain nombre de documents indispensables pour ces démarches, comme un RIB ou un avis d'imposition. Aussi, pour tenter de pallier les besoins des élèves, une des spécificités de la Guyane est que les établissements mobilisent énormément les fonds sociaux. Les infirmiers scolaires jouent également un rôle fondamental car ils constituent souvent le seul accès pour les élèves à des soins de santé. Les infirmiers que nous avons rencontrés ont notamment relevé la fréquence des maux de ventre des élèves en raison de la faim. En effet, peu d'enfants y bénéficient d'une cantine scolaire. Même si les établissements seraient éligibles à des dispositifs tels que la cantine à 1 € ou les petits déjeuners gratuits, ceux-ci ne sont donc pas mis en place. Ainsi, les enfants qui se lèvent souvent autour de 4 ou 5 heures du matin pour se rendre à l'école, en raison de l'éloignement géographique, passent le plus clair de leur journée le ventre vide. À Saint-Laurent-du-Maroni, certaines jeunes filles en arrivent à se tourner vers des conduites pré-prostitutionnelles en échange d'un sandwich ou d'un jus de fruits durant la pause méridienne. Par ailleurs, les enseignants ont également témoigné qu'un grand nombre d'enfants ne disposent pas de vêtements ou de chaussures adéquates, à tel point qu'ils en achètent parfois eux-mêmes pour leurs élèves. Un des points positifs de l'Académie de Guyane tient à la présence d'un service social par secteur et de médiateurs que nous avons notamment rencontrés à Saint-Laurent-du-Maroni et qui permettent d'alerter de façon précoce sur la situation de certains enfants, permettent d'améliorer l'accompagnement et les liens avec les familles. Ce sont de bonnes mesures, là également, qu'il faut appuyer. Un autre point de difficulté pour l'éducation nationale en Guyane tient au fait qu'un grand nombre d'élèves sont en situation irrégulière et ne parviennent pas à obtenir des papiers. Tout le drame est que lorsqu'ils obtiennent 18 ans ou qu'ils arrivent à 18 ans, quand bien même ils seraient bons élèves, ils ne peuvent pas continuer leur parcours scolaire. Les personnels de l'éducation nationale rencontrent des difficultés à aider les élèves à régulariser leur situation, tant en raison des délais hors normes d'obtention d'un rendez-vous à la préfecture qu'en raison d'un grand nombre d'enfants, notamment venant du Suriname, qui n'ont tout bonnement aucun papier d'identité. Les services de la préfecture doivent être renforcés pour permettre des études de dossiers plus rapides, notamment pour les enfants en droit de demander la nationalité française. Au total, les conclusions que nous en tirons est un manque d'effectivité de la norme. Ce que nous décidons dans l'enceinte du Parlement n'est pas toujours appliqué sur tout le territoire en raison d'obstacles techniques ou matériels. Il nous appartient donc de nous saisir plus avant de notre mission de contrôle et d'évaluation pour nous assurer de l'effectivité des droits des enfants sur l'ensemble du territoire national et notamment dans les territoires d'outre-mer. Concernant la santé, il y a une réelle difficulté pour accompagner les enfants en situation de handicap ou ceux ayant besoin d'un suivi psychologique. Il n'y a qu'un centre d'action médico-sociale précoce et les pédopsychiatres ne disposent que de 6 lits. S'il y a cependant un élément qu'il faudrait modifier, il s'agirait de l'adaptation des modalités de financement des crèches dans les Outre-mer. Nous nous sommes ainsi entretenus avec le personnel de plusieurs crèches, ainsi qu'avec les fédérations de crèches en présence de l'élu délégué. Tous ont mis en avant la nécessité de mettre en place une PSU Outre-mer, adaptée aux coûts plus élevés de la vie dans ces territoires. Par ailleurs, la couverture reste peu importante, avec 11 places pour 100 enfants en moyenne en Guyane, les communes étant loin de toutes jouer le jeu du cofinancement. En parallèle, les assistantes maternelles sont peu nombreuses, en raison notamment des difficultés de logement. Dès lors, l'accompagnement à la parentalité est lacunaire, alors que dans le même temps, le taux de grossesse précoce est plus élevé. Par ailleurs, j'aimerais attirer votre attention au sujet d'un certain nombre d'enfants qui sont seuls sur le territoire guyanais, mais qui ne sont pas pour autant considérés comme des MNA et qui passent donc totalement sous nos radars. En effet, un certain nombre d'enfants, notamment du Suriname ou du Brésil, arrivent en Guyane avec leur famille, puis y sont confiés à des personnes plus ou moins proches, ils appellent tous des tati ou tontons,
avec tous les risques d'abus que cela comporte, leurs parents partant en métropole, voire en direction des États-Unis. Ces enfants sont totalement laissés à leur sort et ne rentrent dans aucune case légale. Il serait alors utile de pouvoir développer une solution à leur égard. Pour conclure, s'agissant d'un sujet plus particulièrement, les Homindiens, à notre grande surprise, toutes les personnes que nous avons interrogées et qui sont elles-mêmes passées par ces Homindiens nous ont fait savoir qu'elles considèrent que ce fut une chance pour elles. Ces personnes ont nié les accusations de placement forcé des enfants amérindiens au sein de ces internats, ont nié l'existence d'une interdiction de s'exprimer dans leur langue maternelle ou de ramener des objets ou nourritures traditionnelles, ou encore ont nié y avoir subi des maltraitances. Une des personnes que nous avons entendues à ce sujet et qui est citée dans le livre d'Hélène Ferrarini, auteure de l'ouvrage « Allons enfants de la Guyane », s'étonne des conclusions de ce livre, qui présente les internats catholiques en Guyane comme ayant été financés par l'État dans le but d'évangéliser, de coloniser de force les populations amérindiennes. Face à ces constatations, et à ce stade, il me semble donc prudent de suspendre la réalisation de la mission d'information sur les enfants déracinés d'outre-mer, qui portait en grande partie sur ces Homindiens. La situation n'étant pas stabilisée et notre délégation n'ayant pas forcément les moyens d'agir sur ce sujet-là. Voilà pour cette partie Guyane. Et donc, juste avant de vous laisser la parole, étant donné qu'on va suspendre la mission d'information sur les enfants déracinés, nous proposons ensuite, à ce que plusieurs d'entre vous avaient demandé, à ce qu'on aille sur une mission d'information sur la santé mentale des enfants. Et donc, vous recevrez prochainement l'appel à candidature. Voilà, avec Sophie, nous sommes à votre écoute si vous avez des questions, des remarques et des interrogations. Merci de votre écoute.